Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Dans l'actualité de ce lundi, une avancée pour le Sénégal. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent peuvent désormais se vacciner. Les mesures les concernant ont été levées, tout comme les patients guéris du Covid-19. Ils peuvent aussi se vacciner sans être obligés de respecter un délai. BFM 2021, les épreuves ont démarré aujourd'hui dans tout le Sénégal. 189 796 candidats répartis dans 1105 centres. Malgré les fortes pluies notées dans plusieurs localités, les épreuves se sont bien déroulées. À suivre également les impressions du ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, sur cette première journée d'examen. Parlant de pluie, l'eau a englouti plusieurs maisons à la cité Sotrac de Keur-Massar. Éprouvés comme tous les ans, ses habitants ne croient plus aux promesses et projets du gouvernement pour lutter contre les inondations. Ils se sont exprimés dans le reportage de Mme Fati à suivre dans quelques instants. D'abord, cette note du ministère de la Santé. Désormais, la vaccination est ouverte aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent. Les personnes guéries du Covid-19 peuvent également se vacciner. Aucun délai ne leur est imposé. Nous avons là-dessus joint le coordonnateur du programme élargi de vaccination, Dr Ousseynou Badiane, pour plus de détails. Donc, pour le Sénégal, donc, il n'y a pas de délai entre la guérison et la prise de vaccin. Donc, les malades Covid positifs qui sont guéris, qui sont testés, ils peuvent prendre le vaccin dès que possible. Donc, il n'y a pas un délai à respecter entre la guérison et la prise de vaccin. Actuellement, tout le monde peut prendre le vaccin. Donc, il y avait une précaution au départ pour les femmes enceintes, mais ça ne concernait même pas les femmes allaitantes. Donc, actuellement, cette restriction est levée et toutes les personnes qui sont âgées de plus de 18 ans peuvent prendre le vaccin, et y compris les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Et il peut prendre n'importe quel vaccin, donc c'est le vaccin qui est disponible. 13 décès supplémentaires ce lundi, 70 patients en réanimation et 433 nouvelles contaminations. À noter aussi qu'à ce jour, 1 035 558 personnes ont été vaccinées. Et nous avons un problème de communication dans la gestion de la pandémie de Covid-19. Les mots de l'ancien directeur général de l'ONAS, Lansana Gagny-Sakho, et il tient pour responsable l'État du Sénégal et même l'opposition de la propagation du variant Delta à des propos recueillis par Miki Maramdiaye. Il y a un problème de responsabilité, je pense, individuelle avant tout, mais également collective. Et il y a eu un relâchement, à mon humble avis, qui a fait que nous en sommes arrivés à cette situation qui est très très difficile. Mais le plus important, c'est quelles sont les mesures. La première mesure la plus importante, c'est qu'il faut vacciner toutes les populations assez rapidement et surtout rassurer. Rassurer, parce qu'il y a quand même beaucoup de réticences sur les vaccins, c'est pas seulement au Sénégal, c'est également à l'intérieur du pays. Ça, c'est la première. La deuxième mesure, il faut généraliser les tests. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas tester tous ceux qui sont malades. Parce que quand vous ne testez pas une personne, c'est une porte ouverte pour une généralisation, pour une multiplication de la contamination. Vous n'êtes pas censé savoir si vous êtes malade ou pas. Le troisième point, revoir la communication. C'est bien que les rendez-vous hebdomadaires se fassent, mais je pense que ce serait bien de mettre en avant dans les communications le corps médical. Ce corps médical qui est rassuré, ce corps médical qui permettrait aux populations de prendre la pleine ampleur de cette maladie. Je pense que les politiques ont une grande part de responsabilité par rapport à ce qui se passe, parce qu'ils ont été les premiers à laisser tomber le masque. Ils ont été les premiers à laisser tomber les mesures barrières. Ça, c'est derrière nous. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de morts. On doit se tourner vers les solutions urgentes. L'erreur est déjà faite. Je pense que l'erreur est déjà faite. Maintenant, il faut se tourner vers les solutions urgentes pour sauver des vies. Parce qu'il s'agit de mort. Et quand il s'agit de mort, je pense qu'il n'y a rien de trop pour qu'un peuple aille dans une certaine cohésion pour y arriver. Lansana Gagny-Sakho, invité de Miki Maramdiaye dans Tok Tok Sénégal de ce lundi. D'autres questions politiques abordées, notamment le troisième mandat, les élections locales et la posture de l'opposant Ousmane Sonko, la synthèse. Les élections territoriales prévues en 2022 préoccupent Lansana Gagny-Sakho. L'ancien patron de l'ONAS, qui n'est pas candidat à la mairie de Fass Gueule Tapée Colobane, étale ses craintes sur sa formation politique, l'APR, qui risque de disparaître après 2024, selon lui. Si le casting n'est pas bien fait, on n'a pas assez de maires de l'APR représentatif, l'APR va disparaître. Il faut être rationnel. Le seul dénominateur commun de l'alliance Benno Bokk Yakaar, c'est son excellence, le président Macky Sall.
si jamais 2024 il n'est plus là, ben le parti va disparaître. Parce qu'il n'y a pas d'épine dorsale qui tient ce parti. Et l'épine dorsale qui tiendrait ce parti, c'est qu'on ait le maximum de maires APR. Donc je pense qu'il faudrait qu'au niveau de l'APR, les gens se battent pour qu'un grand nombre de maires APR puissent être positionnés. Dans le cas échéant, ce qui va se passer, on va se réveiller brutalement et le parti va mourir de sa belle mort. Après 2022, ce membre des cadres de l'APR a les yeux rivés sur la présidentielle de 2024. Il exclut une candidature du président Macky Sall. 2 mandats suffisent selon lui. Ce que je retiens, c'est que le président a dit en mars. Je n'ai jamais dit que j'allais faire un 3e mandat. Ce que je retiens également, c'est qu'on a des pays comme le Ghana, 2 mandats de 4 ans. Ce que je retiens, c'est qu'on a en face des pays comme le Cap-Vert qui font des mandats. Ce que je retiens, il y a des contre-exemples. La Guinée, la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas du tout de bons exemples pour moi. Je crois qu'on a un gros problème à ce niveau. C'est un problème d'éthique qui n'est pas seulement politique et qui se trouve à tous les niveaux, je pense, que de notre société, le problème du respect de la parole donnée. Il n'y a pas que la parole donnée, il y a énormément de choses qui ne marchent plus comme avant. Il y a un ressort qui s'est cassé à un moment précis dans notre société, je crois. Et d'ici 2024, les investisseurs ne vont pas accepter de venir au Sénégal selon Lansana Gagny Sakho qui fait allusion aux événements du mois de mars dernier. Une leçon qu'on est un pays très très fragile. Une leçon, c'est que ces événements devaient jamais avoir lieu. Une autre leçon, c'est que la classe politique doit se parler en gentleman pour que des choses comme ça n'arrivent jamais. Ces événements, au-delà des morts que je salue, ont posé un problème de visibilité pour les investisseurs qui peuvent venir dans ce pays. La plupart ne mettront pas leur argent au Sénégal avant les élections de 2024 parce qu'ils ont peur. Et quand on parle de création de richesses, quand on parle de trouver des emplois pour les jeunes, c'est des investissements privés qui vont le faire. Et je crois qu'on doit tous, tout le monde, personne n'a intérêt à ce que ce pays brûle. L'invité de Tok Tok Sénégal, Lansana Gagny Sakho, est aussi revenu sur son rendez-vous avorté avec Ousmane Sonko. Un ordre serait passé par là. Malheureusement, je ne l'ai pas reçu parce qu'on m'a dit ne le reçoit pas. Et l'autre titre de ce lundi, les épreuves du BFM ont démarré aujourd'hui. Des mesures encore plus fermes ont été prises concernant les cas de fraude comme en baccalauréat. L'examen se déroule également dans le respect des mesures de prévention. Diop et Moussa Fall ont visité 2 centres d'examen dans la matinée. 9 heures passées au centre du SEM Blaise Diagne. Ici, seuls les gazouillements des oiseaux sont audibles pendant que les candidats sont en salle. À 10 heures, les premiers candidats commencent à sortir et certains surveillants de salle également. Pour M. Diouf, aucune astuce au préalable pour dénicher des tricheurs. Pas de clémence non plus à l'endroit de ceux qui s'y adonneraient. On fait la surveillance comme d'habitude. Il y a 2 surveillants par salle. Alors, on veille à ce que les élèves ne disposent que la copie et leur pièce sur la table. Par contre, il n'y a pas des mécanismes particuliers. Les recommandations sont officielles, donc on est en train de les appliquer à la lettre. Donc, on ne peut pas avoir de cas particuliers ou bien de tolérance sur quelque candidat que ce soit. Direction un autre centre d'examen à la zone B, les cours privés La Maison des Anges. La rigueur y est de mise. La preuve, la chef de centre s'est installée à l'entrée. Aucun candidat ne regagne les salles avec son sac ou son téléphone portable. Il faut tout laisser à l'entrée. Dans les salles, 2 surveillants veillent au grain. Pas de mécanisme particulier, mais l'identification des candidats reste primordiale selon M. Bodian, surveillant au jury numéro 1. Donc il y a une surveillance vraiment stricte. Donc déjà, à l'entrée du centre, les autorités de l'établissement ont pris des mesures vraiment idoines pour empêcher donc, toute tricherie. Tolérance zéro. C'est un examen, donc nous évaluons nos élèves. Ils doivent partir sur les mêmes chances d'égalité. En plus de la surveillance dans les salles, des éléments de la police nationale sont placés à l'entrée des centres d'examen pour le maintien de l'ordre. Et dans ce contexte de pandémie où le port du cache-nez est obligatoire, les surveillants veillent à ce que les candidats soient d'abord bien identifiés et que ceux-ci n'enfreignent aucune interdiction et consigne. Et le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, a effectué des visites de supervision dans des centres d'examen à Rufisque. À l'occasion, il a évoqué les résultats du CFE Babacar Seck pour le compte-rendu.
Le ministre de l'Éducation nationale a entamé sa tournée à l'école privée, la SACES. Il s'est rendu ensuite à l'école Canon 2. Malgré des pluies enregistrées dans plusieurs localités du pays, les épreuves du BFM se déroulent normalement sur l'étendue du territoire. Où les conditions sont extrêmement bonnes, on demande dans de bonnes conditions. Au niveau des mesures barrières, la présence des surveillants, la présence des élèves malgré la pluie. Donc se féliciter pour dire que c'est la dernière marche, en tout cas c'est la dernière étape en ce qui concerne les examens de cette année. Et au niveau national également, les informations que nous avons, malgré la pluie, le démarrage effectif est dans de bonnes conditions au niveau national. Il y a plus de 189 000 pratiquement de candidats, c'est beaucoup, très compliqué, plus de 1200 et quelques jurys, 1100 centres. Donc c'est pas facile à organiser. Je suis en tout cas en droit de dire que ça va très bien se passer au niveau national. Avec les premiers résultats du CFE, le ministre s'est réjoui des bons résultats malgré 8 mois d'arrêt dus à la Covid. N'oublions pas que ceux-là qui avaient arrêté les enseignements d'apprentissage au mois de mars l'année dernière. Et malgré ça, vous avez eu les excellents résultats que nous avons eus au CFE. Et en entrant en 6e. C'est dire que tout simplement cette pédagogie de la réussite, cette dynamique de réussite est enclenchée. Si nous prenons comme année de référence 2019, où nous avions 55% au CFE, aujourd'hui nous sommes à 62%. Donc c'est dire que vraiment cette dynamique s'installe au niveau du Sénégal et c'est ça l'objectif et l'orientation du président de la République que nous sommes en train d'installer au Sénégal, une école pacifiée, stable et également une école de la réussite. Cela s'installe durablement au Sénégal. Remercier donc les enseignants. Au niveau international, notamment à Banjul et Jeddah, les épreuves se déroulent sans encombre selon le ministre. Le ministre de l'Éducation, Mamadou Talla, également sur la généralisation de la tenue scolaire. Ce sera bientôt effectif au Sénégal. De plus, cette mesure répond à un besoin d'équité sociale. Regardez. Je crois que c'est une analyse extrêmement courte. Quand on regarde ce qui se passe au niveau déjà du Sénégal, la tenue elle existe déjà. Au niveau pédagogique, il y a beaucoup de points positifs par rapport à la tenue. Les élèves se retrouvent entre eux. Il y a cette dynamique d'équipe, quand vous l'avez. En tout cas, ceux qui sont des pédagogues savent quel est le rôle que ça joue. Et également de la discipline, de l'hygiène. Donc on gagne sur tous les plans. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, ils peuvent l'être, ça arrive. Mais cette directive du président de la République répond à un besoin d'équité sociale dans l'accès pour ça harmoniser, ça facilite. C'est comme ça qu'on le voit. Et de toutes les façons, ça commence déjà. Celui qui le dit, peut-être qu'il n'est pas dans les écoles, que ce soit dans le privé ou dans le public, au niveau du collège et partout. Vous savez que ça s'installe maintenant dans nos pratiques de tous les jours. Et maintenant, cette décision, nous allons la mettre en œuvre. C'est une directive, on la met en œuvre. Un peu plus de 13 000 candidats au BFM à Kaolack, plus de filles que de garçons. Et malgré la pluie, les épreuves se sont également déroulées dans de bonnes conditions. Correspondance à Damassar. L'édition 2021 des examens du BFM se déroule bien dans la région de Kaolack. Au niveau de la commune, les candidats sont au nombre de 4 571, dont 2 633 filles et 1938 garçons. En termes de statistiques, nous avons 4 571 candidats, composés de 2633 filles et de 1938 garçons. Nous avons également 584 candidats libres, dont 219 garçons et 365 filles. En ce qui concerne le département de Kaolack, les candidats sont au nombre de 4 302, dont 2 245 filles et 2 057 garçons. Au niveau du département, nous avons 4 302 candidats au BFM, dont 2 245 filles et 2 057 garçons. Pour cela, nous avons 34 jurys au niveau du département et nous avons mobilisé 1132 enseignants. Les autorités administratives ont pris des dispositions pour protéger les candidats et le corps enseignant de la pandémie de Covid-19. Vous savez également que l'examen se tient dans un contexte particulier de pandémie. Nous avons dans notre dispositif pensé à cela. Les centres ont été conséquemment équipés dans ce sens. L'ensemble des candidats pour les examens du BFM dans la région de Kaolack sont au nombre de 13 362, dont 7 164 filles et 6 198 garçons.
Allons maintenant à Ziguinchor évaluer cette première journée d'examen. 5028 candidats répartis en 32 jurés. Notre correspondant sur place, Hassan Bass, s'est entretenu avec le responsable de l'IF de Ziguinchor, Ibrahima Sarr. Je vous propose de l'écouter. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un double contexte de pandémie et de saison des pluies. Toutes les précautions ont été prises, d'abord par rapport à la pandémie, c'est-à-dire le respect strict des mesures barrières, qui ont commencé par le renforcement du dispositif de lave-main dans les écoles et dans les différents centres. Également le port obligatoire des masques qu'on a instruit d'abord au chef d'établissement et également au président des centres. Et partout où nous sommes passés, en tout cas jusqu'au moment où je vous parle, aucun manquement majeur n'a été signalé à ce niveau-là. Et l'autre contexte également, c'est la saison des pluies. Comme vous le savez, Ziguinchor est une région très pluvieuse et nous en avons tiré les leçons l'année dernière parce que nous avons eu à délocaliser au moins 3 centres. Cette année, nous avons anticipé ces centres, nous ne les avons pas programmés. Et nous avons maintenu les centres qui ont accueilli dernièrement ces centres et que nous avons érigé cette année en centre de plein exercice. Ce qui fait que malgré la saison, la première nuit, aujourd'hui, nous n'avons noté aucun problème d'accessibilité lié au centre, autre problème lié éventuellement à l'inondation des salles conçues à ce côté. Nous parlons maintenant des récentes pluies et leurs conséquences. Plusieurs maisons sont sous les eaux à la cité Sotrac de Keur-Massar. Des inondations qui ont en même temps noyé les espoirs de ces familles. Elles ne croient plus aux promesses du gouvernement. Je vous propose de suivre ce reportage de Mamadou Lamine Fati. Quelques gouttes de pluie et la cité Sotrac de Keur-Massar nage déjà dans les eaux. Une situation difficile pour les habitants de ce quartier. Les mêmes souffrances chaque année, selon eux. Les images parlent d'elles-mêmes. Vous avez vu que toutes les rues sont inondées. Aujourd'hui, vous êtes à l'intérieur d'une maison d'un voisin, M. Sek, qui est complètement inondé. Que voilà, il y a des années qu'il vit ce calvaire-là. Ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils se sont cotisés pour chercher qui des motopompes, qui des tuyaux pour évacuer l'eau pluviale. Mais ils n'ont reçu le secours d'aucune autorité. Et pourtant, des promesses ont été faites par les autorités pour que ces habitants ne vivent plus les gouffres des inondations. Certes, Keur-Massar a un plan d'assainissement, mais aujourd'hui, cette zone qui concerne Castor Sotrac n'est pas encore concernée. Et les populations doivent être soulagées. On ne peut pas laisser ces populations-là dans cette situation-là. Ça, ce n'est pas tenable, ce n'est pas vivable. Donc, nous interpellons directement le président de la République pour qu'au moins des solutions urgentes soient trouvées pour régler la situation, ne serait-ce que de façon provisoire. La cité Sotrac de Keur-Massar est plongée dans les eaux après seulement 3 jours de pluie. Une situation que déplorent les habitants. Le Sénégal, il y a ce qui se passe à Keur-Massar. Tout le Sénégal est au courant de ce qui se passe à Keur-Massar avec les pluies de l'année dernière. Ici, à la cité Sotrac, l'eau a pris tout l'espace. Nous n'arrivons plus à faire nos prières. L'eau de pluie de cette année a même trouvé l'eau de l'année dernière. Des milliards ont été investis à Keur-Massar par l'État pour lutter contre les inondations. En dépit de tout cela, beaucoup de quartiers comme la cité Sotrac sont dans les eaux. Une situation difficile à comprendre selon les habitants de Keur-Massar qui interpellent le président Macky Sall. Merci Mamadou Lamine Fati. Pour reloger les occupants de l'ancienne piste, 7 milliards de francs CFA sont prévus. Le site de recasement se situe à Diamniadio, mais la distance divise les concernés mécaniciens et taximens. Nos reporters Boubacardin et Barasso les ont rencontrés. Reportage. Des ateliers de mécaniciens, des tauliers à perte de vue.
Il était 9 heures à notre arrivée et déjà les mains étaient dans le cambouis. Tout ce beau monde rejoint bientôt le site de recasement des mécaniciens et professionnels de l'automobile à Diamniadio. Ce mécanicien n'est pas contre. Nous n'avons pas de choix. L'essentiel, c'est que nous soyons recasés dans un endroit où nous pourrons mener à bien nos activités. Avec l'hivernage, beaucoup de taxis tombent en panne et justement, nous rencontrons ce conducteur de taxi. Il trouve inopportun ce déplacement des mécaniciens. Ça sera un peu dur pour nous de quitter Dakar pour aller jusqu'à Diamniadio. Avec certaines pannes, nous n'arrivons même pas à démarrer le véhicule. Le recasement des mécaniciens à Diamniadio ne nous arrange pas du tout. Le ministre de l'Artisanat, Pape Amadou Ndiaye, annonce l'inauguration de la première phase pour ce mois d'août. Le ministre, lors de sa visite du site de recasement des mécaniciens et professionnels de l'automobile, annonce un montant de 7 milliards de francs CFA pour la première phase. En attendant cette inauguration, les bulldozers commencent le déguerpissement par l'évacuation des ordures qui encombrent le mur de l'ancienne piste de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Et non loin à Ouest Foire, les opérations de désencombrement se poursuivent. Le ministère de l'organisme qui a initié ces opérations partout à Dakar réitère sa volonté d'améliorer le cadre de vie des Sénégalais. Abouba, le directeur général de l'hygiène publique et du cadre de vie, El Hadj Malick Sy, l'a interrogé pour ITV. L'opération visait principalement deux objectifs. D'abord, c'est élargir la route, mais c'est ramasser les épaves de véhicules sur cet axe. Et on avait recensé plus de 200 épaves de véhicules dans cet axe-là. C'est la raison pour laquelle, avec leur accompagnement, on a pu élargir la route, qui est très stratégique parce que c'est une route qui vous permet de quitter Elton et de rejoindre très rapidement l'autopont de Yoff. Maintenant, l'importance de cette opération, c'est que tous les acteurs sont engagés à participer à l'opération, mais également au suivi. Et par rapport au suivi, les mécaniciens d'abord, eux, se sont engagés à améliorer leurs conditions de travail, notamment en libérant davantage la route, mais également les populations vont servir vraiment de vigie et d'alerteur pour que les interventions du ministère soient vraiment beaucoup plus promptes. Parallèlement, nous allons mettre des bacs à fleurs le long des accotements en attendant que la route puisse réaliser ce projet d'axe routier qui est très très stratégique. Rappelons que la commune de Yoff aussi mettra à contribution des agents avec les écovigiles que nous avons au ministère pour que l'ensemble de ces initiatives-là puissent participer véritablement à l'amélioration du cadre de vie des populations. Après Ouest Foire, nous ferons cap sur la devanture de la fédération jusqu'à Hyper Exclusive. Là aussi, c'est un axe très encombré que nous sommes en train de recenser pour voir dans quelle mesure, avec les populations, enlever ça et permettre à la route de réaliser un projet très stratégique. Dans la même lancée, nous sommes en train de poursuivre le recensement de l'ensemble des épaves au niveau de Dakar pour essayer de les enlever, pour désengorger les routes, mais également renforcer la mobilité des populations. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Les programmes continuent sur ITV. Je vous donne rendez-vous demain à 19h45.